Je passe la parole au président de la séance de maintenant, Jacques Courcil, à propos donc de Boita Malela. Je suis un très mauvais président de séance. Je voudrais présenter M. Boita Malela, qui est maître de conférence à Mayotte et qui est une aura éditoriale conséquente que vous avez probablement tous familiers. Et donc, je ne voudrais pas rentrer dans des détails que vous avez d'abord devant vous et puis que vous avez certainement aussi en mémoire. Donc, je suis très heureux et très impatient de lui céder la parole. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Courcil. Merci également à Sylvie Glissant ainsi qu'à Loïc Séry de leur invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de la question de la responsabilité dans le discours antillais. Donc la responsabilité face à l'autre demeure vaste et touche à tous les domaines, notamment ceux de la philosophie, du droit et de la littérature et bien sûr d'autres encore. Il me semble difficile d'en explorer toutes les nuances définitoires au cours de son histoire. Toutefois, la possibilité de la circonscrire à l'approche de Glissant et de Zygmunt Bauman reste à ma portée. En effet, en essayant de comprendre comment leurs deux textes, le discours antillais et la vie en miettes, expérience postmoderne et moralité, donc ça c'est la traduction en français, reviennent sur la question de la responsabilité face à l'autre dans un contexte de retour du sujet et de l'individu. Ce contexte valorise l'individualisme et impacte la réflexion sur la responsabilité qui oblige Glissant et Bauman à se positionner par rapport au discours social, tout en essayant d'apporter leurs propres propositions et questionnements à ce sujet. Mon hypothèse est que la question de la responsabilité face à l'autre, aussi bien chez Bauman que chez Glissant, se fonde sur une démarche de scepticisme héritée de l'ère postmoderne. Je ne dis pas que Glissant est postmoderne, comprenons-nous bien. Je dis qu'il est dans un contexte où le postmoderne, où le postmodernisme est un peu triomphant. Ce cadre sert de point critique précisément du postmodernisme pour ensuite redéfinir la responsabilité à partir d'une quête subjectiviste pour Glissant. Celui-ci veut construire le sujet antillais à la suite de l'héritage sur la littérature engagée, tandis que Bauman tente de construire le sujet moral à la suite d'Arendt, de Jonas et de Ricoeur notamment. Le dénominateur commun entre ces différents intellectuels est de penser la responsabilité en l'articulant à la fois à une dimension subjective, individuelle et collective, issue de l'ère postmoderne et de l'héritage intellectuel sur la responsabilité ou l'engagement. Alors pour argumenter rapidement cette observation, je voudrais passer rapidement, puisqu'il faut que je reste dans les 20 minutes imparties. Alors, le premier point d'argumentation, c'est le cadre contextuel qui est l'ère postmoderne, qui voit triompher la question du sujet. En effet, dans son livre, François Cusset, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La décennie, le grand cauchemar des années 80 », Cusset fait commencer cette période entre 1976 et 1977 et s'achever vers 1993 et 1995, ce qui justifie qu'on compare le discours antillais de Bauman et le discours littéraire. Le discours antillais de Glissant et la vie en miettes de Bauman, qui parle en 1995. Donc cette décennie déborde sur les décennies précédentes et suivantes et marque le changement comme un fait établi allant de soi et souligne la centralité de l'individualité que Cusset qualifie de nombrilisme de la décennie. Dans ce contexte, qui est aussi le contexte du paradigme libéral, on peut déceler la question du sujet qui passe notamment par celle de l'individualisme proche du capitalisme marchand. Cette ère consacre donc l'individu, résultat de la dissolution des identifications collectives. C'est ce que Bauman appellera plus tard la liquéfaction des liens sociaux au profit de la mise en place d'une individualité présentée comme un progrès, une liberté obligatoire à travers le corps notamment. C'est une invitation à ne pas dépasser les limites de son corps et de sa psyché. Dans ce contexte, il y a donc une sorte d'inflation de la réflexion sur le sujet, l'individu, l'intime, etc. Je pense qu'on en a parlé précédemment. Et les deux essais de Glissant et de Bauman
se situent bien dans l'esprit du temps qui s'achève à peu près dans les années 95 et reprennent le thème du sujet dans la réflexion sur le sujet antillais chez Glissant, et la question de l'autre et de la responsabilité chez Bauman. Donc ça, c'est le premier point de l'argument sur le cadre contextuel. Donc on est dans un contexte où le sujet est valorisé et celle de la responsabilité aussi. Alors, le deuxième point, c'est simplement l'histoire des intellectuels francophones, notamment, où prévaut la question de la responsabilité qui cultive une certaine proximité avec la responsabilité pénale. Comme l'a montré Gisèle Sapiro dans son livre qui s'appelle « La responsabilité de l'écrivain » paru en 2011, les histoires des procès d'écrivains depuis la Restauration donnent un exemple de ce lien qui a joué sur les représentations sociales de la responsabilité. En fonction du cadre contextuel, cette représentation change. Par exemple, de la Restauration jusqu'au Second Empire, la conception de l'écrivain individualiste et libre implique une conception subjective de sa responsabilité, puis objective, grâce à l'extension du régime de la liberté de la presse. On verra que cette question de la responsabilité chez l'écrivain va évoluer jusqu'à Zola, qui va, lui, à la suite du procès contre Madame Bovary, va conduire à l'affirmation d'une autonomie des écrivains que Zola va utiliser notamment dans sa prise de position dans le cadre de l'affaire Dreyfus, comme vous le savez. Au XXe siècle, je vais très rapidement, la question de la responsabilité de l'écrivain va apparaître sous d'autres domaines, comme celui de la littérature engagée. On parle de responsabilité morale, idéologique ou politique, envers soi-même et l'ensemble du corps social. Et celui qui illustre le plus cette question, c'est Jean-Paul Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature, où il va traiter aussi la question de la responsabilité de l'écrivain. Donc, Édouard Glissant et Zygmunt Bauman s'insèrent bien dans les débats générés par ce discours, à la fois le contexte individualiste postmoderne et puis l'héritage de la question de la responsabilité à travers la responsabilité pénale ou la littérature engagée, qui font objectivement, indirectement, donc, alors ces deux-là vont ensuite indirectement faire une critique de ces éléments-là, de cet héritage-là, et de la question du postmoderne. Alors, si je vais être très scolaire, donc le deuxième point de mon argumentation, c'est simplement l'étude du discours de Glissant et de Bauman. Donc, je vais commencer par Bauman. Le postmodernisme, en tant que perspective critique et vision du monde que Lyotard définit dans la condition postmoderne, comme la fin de la légitimité des grands récits narratifs, comme le marxisme, le kantisme, l'hégémonisme et la notion de progrès qui accompagne la modernité, engage un certain scepticisme à l'égard de ce qu'il appelle les méta-récits. Bauman, tout aussi sceptique, repense ce courant en soulignant le sens de vision d'un monde dont il critique les fondements. Glissant pose les bases de sa critique implicite du grand méta-récit, de l'impérialisme et de l'universalisme, qui, selon lui, tente d'imposer un sujet univoque et une manière fermée de le concevoir. Ces deux positions sceptiques, pour reprendre les termes de l'universitaire britannique Christopher Butler, est aussi manière de mettre en question une sorte de vérité universelle au profit d'un relativisme comme fait. On retrouve cette tendance chez Zygmunt Bauman, penseur du concept de société liquide, qui, à travers elle, a traité la question du sujet dans la postmodernité, dans son œuvre « La vie en miettes, expérience postmoderne et moralité ». Dans cet ouvrage, Bauman nous livre une définition de l'état postmoderne à l'époque contemporaine. Selon lui, l'état postmoderne a contribué à changer la compréhension de la vie morale. En effet, l'une des premières constatations à faire observer que, de façon très simple, la postmodernité, c'est déjà la fin de la modernité, dont la conséquence est de libérer l'appréhension des phénomènes moraux et de marquer la fin des illusions. À travers cette compréhension que propose Bauman de la postmodernité, on retrouve bien le scepticisme général dont parle Christopher Butler. Cette fin des illusions conduit à ce qu'on appelle une moralité primitive, c'est-à-dire à la pureté même de la moralité qui n'est rien d'autre que la responsabilité face à l'autre. Or, la dite responsabilité laisse le sujet dans une situation difficile et ambivalente qui complique tout choix car il n'y a pas de solution toute faite pour être moral et responsable. Le sujet se retrouve alors dans la solitude ordonnée par cette situation inédite. Comment alléger ce fardeau de la condition morale et responsable ? Zygmunt répond à cette question en 3 temps et en invoquant 3 moments qui ont porté la question de la responsabilité, à savoir ce qu'il appelle le moment prémoderne, le moment moderne et le postmoderne.
Le moment prémoderne est caractérisé par la religion, qui va réguler la question de la morale en développant le thème de la repentance ou de la rédemption. La religion accepte le caractère inévitable du péché. Le projet moderne est une promesse de vie sans péché. On ne parle pas de péché, mais de culpabilité, qui passe par la loi constituée en code éthique contre le mal. Le temps postmoderne conserve toujours une sorte d'autonomie absolue de la liberté et le triomphe de l'économie de marché. Ces deux éléments conduisent au monopole de l'État sur l'éthique à travers la loi et les règles éthiques qui sont privatisées et abandonnées aux lois tyranniques du marché. Dans cet état postmoderne, le sujet peut choisir entre plusieurs codes éthiques possibles. Ce sont ces codes éthiques qui vont garantir ou non ses succès. Dans l'autre aspect du temps postmoderne dont parle Bauman, le sujet conduit son existence comme une suite d'épisodes qui se formalisent par la discontinuité. Et selon Bauman, la postmodernité étant une modernité tardive pour le sujet, l'absence d'obligation à se conformer à des principes universels et à adhérer à une vérité absolue est manifeste. Cet état amène alors paradoxalement à la libération de la responsabilité morale dans la dilution des récits narratifs et des vérités uniques. En la rejetant, elle fait la responsabilité du sujet face à l'autre une idée régulatrice, comme dirait Sartre. Et cette responsabilité se situe, selon Bauman, entre le début et la fin, dans le milieu où la médiété, pour reprendre un concept d'Aristote. La fin, c'est une vérité de l'être, le lieu de la solitude et même de la mort, de la frustration et finalement de la responsabilité face à l'autre. On le voit, le sujet de Bauman se rapproche du sujet antillais de Glissant, dans la dimension de responsabilité face à l'autre et de sa construction en tant qu'être, sans forcément partager le rejet de tous les récits. Alors, le deuxième aspect, c'est Glissant. Dans le discours antillais, qui interroge la construction du sujet antillais, il y a une dimension, comment dirais-je, de critique ou de scepticisme à l'égard des méta-récits, entre guillemets, c'est-à-dire que Glissant propose, malgré ce scepticisme, il propose néanmoins de construire un autre récit qui prend en compte le sujet au nom de la responsabilité qui incombe à l'intellectuel antillais envers sa communauté, ce qui n'est pas une préoccupation particulièrement marquante chez Bauman. La préoccupation glissantienne est faite d'une inquiétude face au sort du monde et à la tranquillité de l'existence du sujet et des troubles d'un monde en souffrance. L'inquiétude pour le sort du monde, des drames qui se déroulent, tout se dépose, dit-il, en nous rend solidaires d'autrui. Il s'agit d'une responsabilité qui pose inéluctablement la question de la liberté, de la marche vers le sujet et vers l'autre. Je le cite, « Ainsi, le discours antillais ne s'offre pas d'un coup, mais le monde dans son unité éclatée ne requiert-il pas que chacun s'efforce vers l'opacité reconnue de l'autre? Voici un pan de notre opacité. Courir au risque terre, oser l'exploration de ces élans interdits ou méconnus, étayant par là notre demeure propre. Les histoires des peuples sont le comble de notre poétique. » Fin de citation. La nécessité d'établir un discours pour dire cet effort envers l'autre est aussi la marque de la responsabilité vis-à-vis de cet autre qui apparaît aussi comme un risque. Il permet toutefois d'en découvrir la profondeur qui facilite par ailleurs la créativité, notamment du poète, d'où la référence à la poétique. Ce poète doit dès lors s'inquiéter de la disparition des peuples qui sont sa substantifique moelle et sa matière première. Et cette inquiétude pour le peuple et également des difficultés du monde, en l'occurrence la possible disparition des peuples dans la dilution d'une culture dominante, elle est aussi une préoccupation de Glissant. Il s'agit donc de dénoncer cet état, et dénoncer cet état relève de la responsabilité qui passe aussi par un travail sur l'écriture. Il consiste en un combat contre l'aliénation, la colonisation réussie et le processus d'imitation d'un peuple par un autre que l'intellectuel se doit de dénoncer. C'est ce qu'il appelle la pulsion mimétique. Cette pulsion mimétique va conduire, dit-il, j'ai quelques citations mais je ne vais pas vous les lire, donc il faut que je rétablisse les liens avec mon commentaire. Donc,
Cette pulsion mimétique va conduire à ce qu'il appelle une pratique du détour. Et alors, cette pratique du détour est précisément une manière, dit-il, d'échapper à la responsabilité que Glissant analyse comme aussi une manifestation de l'assimilation et de l'individualisme. Donc on a les peuples qui seraient en train d'être détruits, le poète doit s'en inquiéter, l'intellectuel doit s'en inquiéter. Il doit aussi s'inquiéter de la colonisation dont la conséquence, la colonisation et l'imitation, la pulsion mimétique, qui conduit à un détour. Et le détour, c'est quoi? C'est l'irresponsabilité. Et ce détour va aboutir, donc je l'ai dit, à l'individualisme. Ce refuge, dit-il, dans l'individualisme, manifeste l'irresponsabilité et le refus d'accepter la part de l'autre, et surtout sa dimension collective. Puis Glissant va caractériser le détour et en déterminer les différentes manifestations, d'abord en le définissant par la négation. Je le cite, juste une phrase. Le détour n'est pas un refus systématique de voir. Non, ce n'est pas un mode de la cécité volontaire ni une pratique délibérée de fuite devant les réalités. Nous dirions plutôt qu'il résulte, comme coutume, d'un enchevêtrement de négativité assumée comme telle, etc. Donc, fin de citation. Ce détour qui correspond au concept d'aliénation de Marx relève en quelque sorte d'une incorporation d'un élément extérieur dans sa manière de penser et d'agir. Cette attitude va aboutir à une forme d'hétéronomie qui empêche la construction d'un sujet autonome. De ce point de vue, c'est aussi le refus de soi. On comprend aisément que le détour identifié à l'ailleurs, à l'extranéité en soi, concerne plusieurs manifestations culturelles qui détournent de soi. Le syncrétisme religieux, que Glissant désigne par avatar ostensible du détour, le rêve d'un ailleurs qu'ont pratiqué des intellectuels comme Aimé Césaire et Frantz Fanon, le mouvement d'émancipation des peuples antillais, etc. Toutes ces pratiques vont détourner, si l'on peut dire, de la responsabilité vis-à-vis du sujet antillais et de l'autre dans ce monde en crise. Alors, dans ce monde en crise, il y a l'inquiétude face à l'extinction possible des peuples, notamment du peuple entier. Et cette extinction est due précisément à la responsabilité des intellectuels et des élites qui ont trahi, selon Glissant, en soutenant la loi de la départementalisation des vieilles colonies. La conséquence en est l'anéantissement de l'imaginaire du peuple qui va freiner la créativité et obliger les élites à la trahison. Situation pour laquelle cette élite n'est nullement responsable du reste. Pour Glissant, la responsabilité en incombe aux circonstances historiques. Je le cite, « La nécessité de sortir comme on pouvait du trou de la condition servile et par des moyens qui n'étaient qu'individuels a créé le réflexe de sauvetage personnel à partir de quoi l'élite ne devait se constituer que comme la collection non solidaire des individus qui connaissent le même sort. » Fin de citation. Et pour sortir le peuple de son ornière, de l'aliénation du passé, la tâche de l'écrivain est d'explorer ce lancinnement, de le révéler de manière continue dans le présent et l'actuel. Il doit s'en occuper parce que le peuple antillais fut nié dans son histoire et l'exhumer, c'est reconstruire ce que Glissant appelle l'antillanité. La caractérisation de ce concept apparaît comme un vœu qui inscrit le sujet à la fois dans le virtuel et dans le concret. Elle implique aussi une sorte de responsabilité qui est son ancrage dans l'environnement. Je le cite, « On n'est pas martiniquais à force de se vouloir antillais, on devient réellement antillais à force de se vouloir martiniquais. » Fin de citation. Le rétablissement du lien entre l'antillanité et la qualité martiniquaise partage une vision collective de la mise en avant du peuple qui rappelle un certain récit et par cet aspect l'éloigne alors du postmodernisme. Glissant engage plutôt la responsabilité de l'intellectuel, qui est donc de se dépasser pour aller vers le collectif, la communauté, de réactiver la conscience en tant que peuple. Je le cite, « C'est pourquoi il est à lui-même un ethnologue, un historien, un linguiste, un peintre de fresques, un architecte. L'art ne connaît pas ici la division des genres, ce travail volontaire prépare aux floraisons communes. S'il est approximatif, il permet la réflexion critique. S'il réussit, il inspire. » Fin de citation. Chez Glissant, demeure encore un espoir grâce à la confiance qu'il met en action, dans l'action du créateur et de l'écrivain, tandis que Bauman reste plus pessimiste que l'auteur du discours entier. Toutefois, Glissant se montre sceptique vis-à-vis de ce que le postmodernisme appelle les grands récits, en l'occurrence la culture moderne occidentale, qui par sa domination vise à imposer une forme d'aliénation que l'on peut identifier dans la geste coloniale.
dans l'imitation, dans le détour de soi et de l'autre, dans l'assimilation et dans la trahison des élites, surtout lorsqu'elles ne pensent plus et pourtant continuent à émettre un jugement sur le monde. Hannah Arendt va penser la question du jugement comme un impératif qui relève de l'exercice de la conscience dans ses écrits des années 60 et rassemblé plus tard sous le titre de responsabilité et jugement. La notion de conscience peut se référer à l'individu, à l'intériorité, même si chez Hannah Arendt, elle conserve toujours une portée politique. Et donc, Édouard Glissant, dans une certaine mesure, discute aussi certaines positions émises par de grands intellectuels issus d'autres sphères culturelles que la sienne. Alors, comme il faut que je galope jusqu'à la fin de mon propos, je voudrais juste terminer en disant que Glissant engage la responsabilité, comment dirais-je. Alors, le point commun entre Glissant et Bauman est notamment le scepticisme des grands récits, mais la différence se trouve entre eux dans la conception que chacun s'en fait. Bauman accentue la question morale du sujet, un sujet qui est dans la discontinuité de l'existence, qui, comme chez Glissant, rejette aussi les principes dits universels. Mais à la différence de Glissant, qui voit dans la quête d'une entièreté un marquage et l'inscription du sujet dans un récit, Bauman situe le sujet et sa responsabilité dans un entre-deux, dans un flou qui demeure sans attache. Il n'y a donc pas de principe de médiété dans la compréhension que Glissant se fait de la responsabilité face à l'autre. On peut interroger la question de la morale face à un peuple qui demeure à ce que pose Glissant lorsqu'il rappelle la nécessité pour l'intellectuel de s'engager pour l'antiennité, comme remettre à l'extinction du peuple entier qui se meurt sous l'aliénation, ce qui implique donc une attitude responsable morale et redéfinit cette morale en un code éthique. Et donc, juste pour terminer avec une phrase, on pourrait explorer le discours antillais et la question éthique à l'aune de la distinction de Ricoeur, d'autant que dans Soi-même comme un autre, mais je ne vais pas y revenir, d'autant plus encore qu'à notre époque, on s'alarme de la destruction des systèmes socio-écologiques et des conséquences néfastes pour les générations futures et même de l'humanité entière, se pose toujours la question de comment agir en responsable, aussi comme le font les essais de Glissant et de Bauman. Donc le discours antillais est un essai, comment dirais-je, critique, qui nous permet de penser notre monde contemporain et nos problèmes actuels. Merci infiniment de votre attention. D'autres éléments, je voulais simplement apporter ces éléments qui complètent ce que tu as dit. D'autres éléments par rapport à Césaire. Il ne faut pas oublier qu'on est en 81, donc c'est l'élection de Mitterrand. Et soit en 82 ou en 83, Césaire va décréter avec le Parti progressiste martiniquais le moratoire de la question institutionnelle. On va dire il ne faut plus parler de cela parce que finalement, nous sommes sous un régime de gauche, il faut donner le temps du développement économique, etc. On voit là un essai en 1981 de Glissant qui, d'une certaine façon, devance déjà cette déclaration en étant diamétralement opposé à ce genre de choses. C'est-à-dire que le but de l'accès à la nation, il faut le reconnaître, dans le discours antillais, c'est patent, le but de l'accès à la nation martinique reste présent pour lui. Donc, tout cela, finalement, et puis l'émergence donc de ce nouveau colonialisme, de ce néocolonialisme qu'on a dit, avec la dénonciation de ce que tu as rappelé la pulsion mimétique, hein, qu'il met en avant. Je dirais que là, particulièrement, moi je ne connais pas, je l'avoue, particulièrement ce qu'a écrit Bauman de ce point de vue de la responsabilité, mais tu nous donnes par le prisme comparatiste une vision tout à fait urgente au début de nos travaux de cette dimension éminemment politique et qui insiste sur l'irresponsabilité versus la responsabilité qui reste un but à atteindre dans le discours antillais. Alors si vous avez des questions, nous avons des micros HF qui pourront vous être utiles. N'hésitez surtout pas parce que nous voulons mener un débat entre nous, si vous voulez. Alors, la première question, la plus dangereuse, c'est...
Non, vous n'avez pas particulièrement de... Allez-y. J'aurais aimé savoir comment est-ce que vous, vous trois, tous ceux qui participent au colloque, sur cette question de la responsabilité qui est soulignée par Édouard Glissant dans le discours antillais, comment est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui, et notamment avec ce qui se passe avec le non-accueil des réfugiés en Europe, le fait qu'aujourd'hui on laisse maintenant les gens mourir en mer de manière très claire, puisqu'on a interdit aux ONG d'intervenir. Et comment est-ce qu'on fait en tant que lecteur d'Édouard Glissant, citoyen ordinaire, pour réutiliser ces textes et les rendre, les faire vivre dans les prises de position, dans les médias, dans notre quotidien en fait. Et vous qui les maîtrisez, qui les connaissez, qui les fréquentez, de quelle manière est-ce que vous arrivez à les rendre vivants, que ce soit une pensée qui ne soit pas juste une pensée qu'on étudie, mais une pensée qu'on vit. Voilà. D'accord. Tu veux apporter des éléments? Voilà. Merci beaucoup de votre très très belle question. Patrick Chamoiseau y répond, dans Frères migrants. Donc, je suis 100% d'accord avec lui. En plus, Patrick Chamoiseau, je pense que c'est un des grands connaisseurs d'Édouard Glissant. On voit qu'il a développé la pensée d'Édouard Glissant, il l'a vraiment poussé vers, comment dirais, ce sens de la solidarité, ce sens de l'autre, en redéfinissant la question, la notion de migrant, dans une approche beaucoup plus positive et dans une vision plus humaine. Alors, il y a aussi un texte qui vient de paraître d'Alain Badiou, qui reprend, c'est pour dire que le texte tout à fait, voilà, le texte de Chamoiseau est tellement fort qu'il reprend les concepts de Chamoiseau pour aller beaucoup plus loin. Donc, il y a une réponse déjà qui est apportée. Absolument. Alors, peut-être une perspective, là encore une fois, d'historicité du discours antillais. Et ça, c'est une chose qu'on oublie. Et alors, c'est pour cela que, à l'instar de Georges Marchais, je vous remercie de votre question. Ça permet d'aller droit dans certaines choses. On oublie que 81, 82, 83, 79, 78, dans les Antilles, c'est une époque de bot people. Ce sont les bot people haïtiens. Et si Glissant insiste à ce point dans le discours antillais et dans les textes de cette époque, que ce soit dans Acoma ou ailleurs, sur la notion d'unité de la Caraïbe et de solidarité avec Haïti, dit-il, la première nation noire à avoir revendiqué sa dignité, c'est aussi pour s'opposer à un mouvement de renfermement qu'on a aux Antilles françaises à ce moment-là, par rapport aux Haïtiens, par rapport à Haïti, en oubliant évidemment fondamentalement le rôle historique et le rôle, je dirais, précurseur de la nation haïtienne, et en prenant de haut, finalement, la situation de dénuement et d'extrême pauvreté de ces gens qui décident, tels les migrants aujourd'hui, d'aller vers les côtes américaines et généralement qui meurent en arrivant sur les plages à Miami ou autres. Donc, il ne faut pas oublier que cet appel à l'unité caribéenne, finalement, c'est quelque chose qui est historicisé à l'époque, qui est une position politique par rapport aux Caribéens. Et alors là où je rejoins à 100% Boita quand il parle de Patrick Chamoiseau, c'est que non seulement Patrick Chamoiseau est le commentateur que l'on sait d'Édouard Glissant le plus fin peut-être depuis ces dernières années, mais je dirais que quand il écrit Frères migrants aujourd'hui, Édouard Glissant n'aurait pas écrit autre chose. C'est-à-dire qu'on a là peut-être la solidarité la plus vive. Et déjà, lorsque Glissant, dans les dernières années, avait écrit sur les manifestes de produits de haute nécessité ou bien sur la question du mur, la refus du ministère de l'identité nationale, eh bien, il y a un engagement qui a été fondamentalement celui de Glissant. Donc, la question des migrants, telle qu'elle est rappelée dans son acuité par Patrick Chamoiseau, nous replonge finalement au cœur de la conscience politique
d'Édouard Glissant. Il ne s'agit pas simplement d'une conception du tout monde, d'une conception. Il s'agit véritablement, et ça, Sylvie Glissant l'avait rappelé ces dernières années par différentes activités de l'Institut du tout monde, de considérer celui qu'on appelle le migrant aujourd'hui comme celui qui vient et celui qui finalement apporte toujours le plus de sa civilisation, de son machin. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de solidarité, il s'agit d'une question de présence au monde. Donc lorsque Chamoiseau dit ça dans Frères migrants, finalement, il est, je dirais, le continuateur de la conscience d'Édouard Glissant en 81 quand il écrit le discours antillais, et quand en filigrane il s'adresse aux Antillais des Antilles françaises pour les enjoindre d'être dans la solidarité active avec les Haïtiens, avec les Boat People haïtiens, avec la République d'Haïti. Et donc, je dirais qu'il y a là une contemporanéité. Quand vous parliez de cela, il y a une contemporanéité de ce texte-là pour aujourd'hui, pour la situation des migrants et pour notre conscience par rapport à ce que sont à ce qu'est cette réalité. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport aux dimensions que nous a suggéré Boita. Voilà, parce que c'était une question qui est essentielle à mon avis, vraiment, absolument essentielle. Nous allons commencer par la communication de Serge Domy, qui nous a transmis, ne pouvant pas être présent, pour l'instant il est en Martinique, qui nous a transmis donc son intervention par vidéo. Donc, vous pourrez la visionner dans quelques instants. Simplement quelques mots de rappel, sinon de présentation de Serge Domy. Vous savez que Serge Domy donc, est sociologue. Il a, dans divers domaines, apporté sa contribution à l'expression du potentiel martiniquais. Dans l'éducation secondaire, la formation universitaire, il est cofondateur et coordonnateur de l'Université du Temps Libre en Martinique. C'est également un chercheur en sciences sociales dans le domaine de la langue et de la culture et également du journalisme. Il est chargé de mission à la SEMAVille, la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin. Et donc Serge Domy fait partie des intellectuels à la fois sociologues et anthropologues, très connus en Martinique et très actifs pour la mise en valeur du patrimoine et de la culture antillaise. Alors je vous laisse découvrir donc la vidéo. Bonjour. L'hypothèse de travail que nous formulons est que le discours antillais a ouvert dans la projection réflexive des chemins qui, au fur et à mesure, se révéleront être une féconde introduction de la dimension archipel dans la pensée du monde. Notre communication tentera donc, à travers un certain nombre d'exemples et d'explications, d'étayer cette hypothèse. Soulignons d'abord que cet ouvrage se caractérise, par sa hardiesse méthodologique, pour reprendre une expression de Loïc Seri. 2, par le fait qu'il amorce une ramification planétaire d'une certaine approche du réel. Et aussi, 3, comme creuset d'un compagnonnage entre pensée et création. Hardiesse méthodologique résultant de l'ambition fanonienne du projet, l'inventaire du réel, tâche colossale, mais résultant aussi de l'état d'effondrement de la conscience identitaire de son peuple, qu'il retrouve après plusieurs années d'interdiction du territoire. À propos de cet effondrement de notre conscience identitaire à cette époque, je voudrais signaler les témoignages recueillis auprès de certains amis et camarades de Frantz Fanon à propos de son dernier séjour à la Martinique en 1953. Tous ces témoins soulignent le fait d'avoir été marqués par le mutisme relatif de Fanon, sa posture d'observateur silencieux
alors que le jeune Fanon était bout en train de la vie publique à son époque. Il y a là comme une hébétude de Franz face à l'état d'effondrement des consciences de son pays. Cet inventaire est donc d'autant plus incontournable pour Glissant que notre situation coloniale à l'époque est porteuse d'une formidable forme d'étrangeté. Les groupes sociaux en Martinique se discriminent non pas directement par rapport à la fonction qu'ils exercent dans un processus de production, mais bien par rapport à la vocation décidée pour chaque groupe par ceux qui contrôlent le mode de production, les capitalistes français. L'aliénation n'est pas seulement fonctionnelle, elle est à la fois structurelle et distanciée, car ce n'est pas la dynamique du milieu qui décrète les modes décisifs de la formation sociale, ce que Glissant nomme la surdétermination. Au retour de son pays, Édouard Glissant donc est parfaitement conscient d'être confronté à un certain nombre de nœuds à débrouiller. Parmi eux, on peut citer 1. Le déracinement initial. 2. L'absence de référence collective. La méconnaissance de notre passé subi. La mise entre parenthèses des couches populaires. L'isolement paralysant de l'entour caraïbe et américain. Le manque de confiance en nous-mêmes et le déséquilibre qui s'ensuit. Aussi, sa première initiative marquante est la fondation de l'Institut martiniquais d'études, l'IME. Initiative donc en direction de la jeunesse, dans le champ éducatif, dans le champ de la transmission, de la formation, donc du processus de conscientisation. L'IME, de fait, se fait un véritable pôle d'expérimentation de cette hardiesse méthodologique, comme le témoignera, je crois, la communication samedi matin de Juliette Éloi Blaisès. La création de l'IME a en effet profondément modifié la perception du système éducatif à l'égard des jeunes tel que conçu et vécu jusqu'alors par la société martiniquaise. En offrant un tremplin et une perspective à beaucoup de jeunes porteurs de potentiel, mais qui se trouvaient bloqués par la férocité du goulot d'étranglement de l'enseignement secondaire à la Martinique à l'époque. 2. En activant un rapport à l'éduqué sollicitant son implication, son audace, sa curiosité pour débloquer son rapport à l'effort et à la connaissance. 3. En inscrivant pleinement la dynamique éducative dans le champ de l'action culturelle. Précisons que cette hardiesse méthodologique est aussi le fruit d'une trajectoire intellectuelle singulière de l'auteur. Étudiant à la fois la littérature, la philosophie et l'ethnologie, Édouard a également participé à moultes aventures intellectuelles, artistiques et culturelles en collaboration avec les intellectuels européens, américains, sud-américains, africains, avec qui il a partagé maintes et maintes aventures. Et c'était un intellectuel festif, amoureux de la fête et aussi des débordements. Pour exemple, lorsque le comité de rédaction de la revue Carbet demande à Édouard Glissant en 1987, je crois, de piloter le projet de la création d'un prix littéraire, le prix Carbet de la Caraïbe, il accepta, mais en proposant d'emblée un jury pluriel et multiterritorial. Dans ce jury, il y avait par exemple Nancy Morricone de Cuba, Lise Gauvin du Québec,
Diva Barbaro d'Amato du Brésil, Michael Dash de la Jamaïque et Trinidad, Maximilien Laroche d'Haïti, et également un Martiniquais, un Guyanais et un Guadeloupéen. Et lors des sessions annuelles du prix Carbet, rassemblant tout ce beau monde en décembre, à la fin de chaque année, Édouard Glissant n'a cessé de nous témoigner le fait qu'il a eu la chance dans son parcours de n'avoir pas été enfermé dans l'entre-soi martiniquais et d'avoir pu vivre et partager moultes aventures avec intellectuels et créateurs de tous bords. Au début des années 80, son implication comme directeur de publication de l'UNESCO le conduit à mettre en place une suppléance pour la direction de l'IME, tout en assurant la responsabilité administrative et pédagogique de l'institution. Sa rencontre avec Sylvie Semavoine durant cette période et la naissance de leur fils Mathieu va alors constituer un écosystème familial lui permettant de réaliser pleinement l'expression d'une conviction, profonde conviction, l'action culturelle comme locomotive majeure dans le cheminement pour l'épanouissement des peuples. Se prolonge et se renforce donc ce que nous nommons la démultiplication en grand angle du statut d'acteur culturel majeur par Édouard Glissant. Il demeure important de comprendre et de souligner que cette période d'activation culturelle concerne à la fois son île natale et divers lieux du monde. Au cœur de cette énergie qui porte et que porte Glissant palpite sa croyance au fait que le culturel, l'imaginaire, la création constituent des biens précieux pour l'épanouissement personnel et l'épanouissement collectif. Ce développement en grand angle de l'activité culturelle est de fait, de son point de vue, à la fois un outil de socialisation et de resocialisation qui se réalise comme une pédagogie d'un imaginaire neuf pour réveiller des vouloirs nouveaux, pour réveiller des ambitions nouvelles. S'amorce comme un approfondissement, peut-être même une métamorphose de la pensée glissantienne à travers une introduction de la dimension archipel comme champ de référence et de référencement. Mais Glissant, défenseur des cultures, n'est pas très patrimonial. Pour lui, la relation ne consent pas au centre des traditions. Il s'agit de bien prendre la mesure du fait que nous sommes face à le monde dominant, mais vacillant, en opposition avec le tout-monde en mouvement, plus vaste que le monde. Car le tout-monde n'existe qu'intégré dans chaque monde du tout-monde. Prétendre prendre d'assaut cette forteresse de l'un, de la pensée de l'un, c'est assumer cette mise en abîme dans les matrices alchimiques du réel. C'est le monde entier qui vous parle par tant de voix bâillonnées, lit-on dans le traité de tout monde. D'où l'importance d'une attention au créole. Le créole est une langue qui ne parle qu'au dos des mots, dit Monchoachi. Le créole est une langue qui ne parle que dans le sous-sol des mots mesurés, précise Édouard Glissant. Et d'où l'importance du phénomène de créolisation, c'est-à-dire
du processus d'entremêlement des matrices alchimiques du réel auquel nous initie le monde archipel. Il faut s'arrêter à l'incertain, à cela qui tremble, à cela qui vacille et sans cesse revient autour donc de cette phrase, autour de cette fameuse théorie de la pensée du tremblement. Il faut se faire Batuto, ce peuple imaginaire du roman Sartorius. Se faire Batuto, c'est-à-dire guerrier de l'identité-relation, guerrier de la différence et de la solidarité avec l'autre. Et pour conclure mon propos, et je vous en remercie, je voudrais dire que par rapport à notre situation à la Martinique, le discours antillais, et plus largement encore la trajectoire et le compagnonnage d'Édouard, nous laisse un certain nombre de marqueurs qui, de mon point de vue, nous semblent essentiels. 1. La détermination à fouiller la question identitaire n'est pas suffisante pour assurer le ressourcement. Ne pas perdre de vue les stigmates de l'héritage, à savoir un corps social malade de son évolution artificielle. L'autre stigmate de l'héritage, la perception de la réalité à travers des prismes déformants, tels la hiérarchie des couleurs, les demandes de dérogation permanentes, etc. Comprendre que lorsque le génie des lieux est méprisé, il n'y a plus d'horizon à imaginer. Il y a une inquiétante inspiration, impuissance d'inspiration qui nous travaille, une impuissance invisible et collective. Alors écoutons le grondement du printemps de ceux qui veulent se raccorder au monde pour mieux vivre. Il faut dépasser le stade de la prière si l'on veut ouvrir les chemins de l'horizon. Il y a un fort besoin d'éducation supplémentaire et de services liés à la transmission des connaissances et des savoirs pour le fonctionnement du vivre ensemble. Il y a à élargir l'éducation populaire pour contribuer à construire des alternatives dans lesquelles les individus soient co-auteurs de leur devenir. Il y a en nous une puissance que nous ignorons. Identifions-la, déchiffrons-la, convoquons-la. Nous n'avons qu'un devoir, transmettre un sol vivant, un pays vivant, une planète vivante. Merci.